Monsieur Patrick Floquet, présent. Monsieur François Rose. Madame Karine Farge. Monsieur Jean-Pierre Yetnin. Madame Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Mourad Azi m'a donné pouvoir. Madame Baktamaïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Madame Elvire Thénault a donné pouvoir à Jean-Luc Leroy. Monsieur Mustapha Bamba. Madame Colette Lambert, absente. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Bellatar. Monsieur Martin Hervé est coincé dans les embouteillages, il va arriver. Monsieur Albert Blondel a donné pouvoir à Monsieur François Rose. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas a donné pouvoir à Madame Mireille Bellatar. Monsieur Bernard Narboni. Monsieur Bernard Laborde a donné pouvoir à Marie-Noëlle Flotterer. Madame Francine Cancel. Monsieur Loussen Elmazouzi. Madame Maha Gulfraz. Madame Loga Vassente. Monsieur Selva Anamale. Madame Soria Maïch a donné pouvoir à Monsieur Mustapha Bamba. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascale Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Raouf Baka est absent. Madame Jennifer Bonino. Monsieur Laurent Poulot, absent. Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Ezelis, absente. 1, 2, 3, 4, 5 absents. 6 pouvoirs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Alors donc pour l'instant 21 présents, 6 pouvoirs et 6 absences en attendant l'arrivée de M. Hervé Martin. Donc comme d'habitude la séance est filmée et retransmise sur le Facebook de la ville. Je vous proposerai dans l'ordre de tableau que j'ai de mettre Mme Mireille Bellatar comme secrétaire de séance. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Pas d'opposition? Eh bien, à l'unanimité, Mme Bellatar, vous êtes secrétaire de séance. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, en point 1, l'approbation du procès-verbal du 15 mai 2025. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, le point 2, c'est la création, suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, je suis obligé de vous le lire. Donc au niveau, pour pérenniser et maintenir les organisations de services, au niveau de la direction de la petite enfance, je vous propose, suite à la réussite au concours, de créer un poste permanent d'auxiliaire de puériculture, de supprimer un poste permanent d'auxiliaire de petite enfance. À la direction des affaires culturelles, suite à la mise à jour des effectifs, de créer un poste permanent d'agent d'accueil de 7 heures et de supprimer un poste permanent d'agent d'accueil de 11 heures. Au niveau de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, suite à la mise à jour des effectifs, je supprime un poste non permanent occasionnel d'agent en charge d'optimiser le traitement des dossiers à temps complet. À la direction des espaces publics, suite à une réorganisation du service, de créer un poste de coordinateur opérationnel à temps complet à raison de 35 heures, catégorie B à partir du 1er août. À la direction du scolaire et du périscolaire, suite à la mise à jour également des effectifs, je vous propose de créer 3 postes non permanents occasionnels d'animateurs à temps complet à raison de 35 heures, de supprimer 2 postes non permanents occasionnels d'encadrement, restauration et accueil à temps non complet à raison de 24 heures, de supprimer un poste non permanent occasionnel d'encadrant restauration et accueil à raison de 19 heures. Suite à la mise à jour des effectifs du pôle périscolaire, créer un poste non permanent occasionnel d'animateur à temps non complet à raison de 18 heures et de supprimer un poste non permanent occasionnel d'encadrant restauration et accueil à temps non complet à raison de 19 heures. Supprimer un poste non permanent occasionnel de directeur de structure de loisirs à temps complet à raison de 35 heures.
de supprimer un poste non permanent occasionnel d'encadrant en restauration et traversée à temps non complet à raison de 12 heures. Supprimer 5 postes non permanents occasionnels d'encadrant en restauration à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires. Suite à la mise à jour des effectifs du pôle périscolaire, toujours créer 18 postes non permanents occasionnels d'animateurs à temps non complet à raison de 8 heures. De supprimer 18 postes non permanents occasionnels d'encadrant en restauration à temps non complet à raison de 8 heures. Suite à la mise à jour des effectifs du pôle périscolaire, de créer 10 postes non permanents saisonniers d'animateurs à temps complet à raison de 35 heures et de supprimer 10 postes non permanents occasionnels d'animateurs à temps complet à raison de 35 heures. Suite à la création supplémentaire de groupes d'accompagnement scolaire à la prochaine rentrée, créer 2 postes non permanents occasionnels d'intervenants classe à raison de 5 heures hebdomadaires et de créer un poste non permanent d'intervention classe toujours à raison d'1h15. Créer également un poste non permanent occasionnel d'intervenant classe à raison de 2h30. Suite à un besoin de renfort au pôle restauration-entretien, créer un poste permanent de responsable adjoint à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie B. Et suite à la mise à jour des effectifs du pôle restauration-entretien, créer un poste non permanent occasionnel d'agent d'entretien à temps non complet à raison de 27 heures hebdomadaires et supprimer un poste non permanent à raison de 32 heures. Suite à la mise à jour des effectifs du pôle restauration-entretien, créer 2 postes non permanents occasionnels d'agent d'entretien à temps complet à raison de 35 heures et supprimer un poste non permanent occasionnel d'agent d'entretien à temps non complet à raison de 16 heures. Suite à la mise à jour du pôle restauration-entretien, créer un poste non permanent occasionnel d'agent d'entretien volant à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Suite à la mise à jour des effectifs du pôle restauration-entretien, créer un poste non permanent occasionnel d'agent de cuisine volant à temps complet à raison de 35 heures. Suite au départ à la retraite d'un agent du pôle restauration-entretien, créer un poste permanent d'agent de cuisine à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint technique territorial et de supprimer un poste permanent d'agent de cuisine à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Enfin, au niveau des avancements de grade, donc on crée le nouveau grade et on supprime l'ancien grade. Donc à la direction des sports et de la jeunesse, il s'agit donc d'un gardien de gymnase, au service des affaires générales et état civil, d'un officier d'état civil et de l'appariteur et agent d'accueil. À la direction du centre social Saint-Exupéry, un poste permanent d'animateur. Et à la direction de la petite enfance, le coordinateur financier référent crèche familiale et l'assistant éducatif à la crèche familiale. Au niveau de la direction scolaire et périscolaire, il faut donc créer un poste permanent d'ATSEM référent à temps complet. On lui supprime son ancien poste. On crée 2 postes permanents d'ABSEN à temps complet également. On les supprime à l'ancien grade. On crée un poste permanent d'agent des restaurations. On supprime son ancien grade. On crée un poste permanent d'agent d'entretien gardien à temps complet. On supprime l'ancien grade. Et enfin, on crée un poste permanent d'animateur à temps non complet à raison de 31 heures et 30 minutes. Et on supprime, bien évidemment, son ancien grade. Voilà, un peu fastidieux, mais je vous ai pratiquement tout lu. Ce qu'il faut retenir de ces ajustements au niveau des créations et suppressions de postes. Avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Capmarty. Oui, donc, avec cette présentation, on a souvent des difficultés à voir les raisons de ces créations et suppressions. Par exemple, les 18 suppressions et 18 créations sont-elles pour les mêmes personnes passant de restauration à animation? Vous savez, il y a, au niveau de la restauration, du périscolaire, il y a toujours un turnover dans les animateurs, etc. important. Donc ceux qui partent, on les remplace. Ce sont des gens qui partent. Il y en a 18 qui partent et on les remplace. Voilà. Mais pourquoi les 18 qui partent sont de la restauration et les 18 ou qui animateurs, ou oui, enfin sont là, animateurs. Les 18, ce que c'était exactement, mais de toute façon, c'est toujours des désistements, oui. Donc en fait, il y a 18... Là, c'est des animateurs, oui, c'est ça. Il y a 18 départs, donc. Vous savez, c'est à raison... Il n'y a pas des C'est à raison de 8 heures. Alors, on prend souvent des personnes qui sont ou étudiantes ou autres. Bon, l'année suivante, elles changent, elles ont des horaires qui sont plus compatibles. Voilà, c'est... D'accord. Si vous voulez, c'est difficile à savoir. Oui. Hein. Donc, c'est surtout fastidieux pour moi parce que quand je crée, j'ai au moins 10 signatures à faire, par poste, dans le parapheur. D'accord. J'ai tout
Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation de la convention relative à la contribution de la part de la commune de Montmagny aux dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'organisme de gestion de l'école catholique, pour dire plus simple, l'OGEC, Notre-Dame de la Providence. Alors, vous avez une petite note, parce qu'elle a changé, à la marge, puisqu'on a remplacé le 3 ans par 4 ans. Conformément donc au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public énoncé à l'article L 442.5 du Code de l'éducation, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement privé sous contrat d'association en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public. Après de nombreux échanges, le montant du forfait communal versé pour l'année scolaire 2024-2025 et d'un commun accord fixé à 600 € pour les élèves élémentaires et à 1100 € pour les élèves de maternelle. En fait, ça sera versé cette année que lorsque l'on aura voté. Ce montant sera multiplié par le nombre d'élèves de l'école Notre-Dame de la Providence, dont au moins un des 2 parents réside à Montmagny. Pour l'année 2024-2025, sur la base des nouveaux montants forfaitaires, le montant total dû sera de 54 600 pour les 91 enfants d'âge élémentaire et 52 800 pour les 48 enfants d'âge maternel, soit un montant total 107 400. Le montant du forfait communal fera l'objet d'une réévaluation annuelle en fonction de l'inflation, sans que l'augmentation ne puisse dépasser les 2% pour la révision. La convention est conclue donc pour une durée d'1 an, mais l'année, elle est déjà passée, puisque l'année 2024-2025 se termine, à compter donc de cette année, et est renouvelable 3 fois. C'est une convention que l'on fait comme les autres fois, pour 3 années qui viennent, par tacite reconduction. La durée totale ne pourra donc pas excéder 4 ans. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention relative à la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes primaires de l'OGEC, telle que jointe en annexe, et de m'autoriser à signer la dite convention pour pouvoir les payer pour l'année 2024-2025. Et dans le futur, mais on fait des versements en 2 fois, un en octobre et un au premier trimestre. Voilà, des questions sur cette convention. Monsieur Cap-Marty. Et donc, si mes informations sont exactes, la dotation moyenne pour l'école publique par enfant serait d'environ 200 € annuels. Cette différence avec les 600 que vous proposez pour l'école privée est difficilement compréhensible. Nous vous demandons donc de nous communiquer les éléments qui entrent dans ces calculs pour l'année scolaire 24-25, s'ils sont connus, sinon 23-24, côté public et côté privé, et même question pour l'école maternelle. Alors, nous avons, comme je le disais, renégocié le forfait cette année parce qu'on l'avait fait un petit peu en vitesse lorsque les maternelles ont été inclus dans le forfait, puisqu'avant, ils ne l'étaient pas. Et on était à 750 € par enfant de classe primaire et 750 € pour les enfants de classe maternelle. Bon, on savait très bien que c'était un petit peu élevé pour les élémentaires et un petit peu sous-évalué, puisqu'il y a les ATSEM, entre autres, pour les maternelles. Donc on a refait nos calculs et on a ajusté au plus proche. Et donc on est arrivé au calcul de 600 € pour les élémentaires et 1100 € pour les maternelles. Alors il faut savoir que c'est très disparate en fonction d'une commune et d'une autre. Il y en a qui sont encore au forfait. Monsieur Martin, bonjour, bonsoir. Donc vous arrivez au point 3. Qui sont au forfait donc, de l'Union des maires du Val d'Oise, qui est autour de 550 €. Donc il y en a peu qui sont comme ça, et il y en a qui sont même à 1100, 1200 pour les élémentaires, comme la ville de Taverny par exemple, pour ne citer qu'elle. Donc nous, on a fait nos calculs. Je vous rappelle que quand on avait le forfait de l'Union des maires du Val d'Oise, on nous avait assigné au tribunal et on avait été obligé de prendre, pour nous défendre, un mauvais d'abord et un bon ensuite.
de façon à pouvoir contrecarrer ce que nous avait dit la personne qui avait été nommée par le tribunal et qui avait évalué le forfait élémentaire à plus de 1 300 €. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais on pourra... alors, votre chiffre de 200 €, il est complètement has-been. Hein, c'est du n'importe quoi. Hein. Excusez-moi, mais Oui. vous m'auriez dit 450, 500, je veux bien, mais 200... J'ai interrogé les gens, moi. Oui, on rigole. Mais, bon. Voilà. Enfin, c'est pour ça, si vous voulez, que moi, je voudrais bien avoir les éléments. Oui, bon, on vous les communiquera, bien évidemment. Tout est limpide et clair. Mais vous étiez moins inquiet quand vous étiez adjoint au scolaire, monsieur Cap-Marty, et que vous aviez dans vos adjoints pléiade d'adjoints qui avaient leurs enfants à l'école Notre-Dame. Il y en avait au moins 3 ou 4. C'est bien possible. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas bien possible, c'est sûr. Oui. Je mets aux voix. Qui est contre monsieur Cap-Marty? J'étais avec eux hier soir à l'AG, on avait parlé, j'étais persuadé que vous voteriez contre. J'ai gagné. Alors, qui s'abstient? Le reste pour. Le point 4, c'est l'approbation de l'avenant numéro 1 à la Convention pour le transfert de la gestion d'une emprise du domaine public régional au profit de la commune de Montmagny. Monsieur François Rose. Merci, monsieur le maire. Le 15 janvier 2020, Île-de-France Nature et la commune de Montmagny ont signé pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction une convention de transfert de gestion d'une emprise foncière régionale située le long du sentier qui relie la route de Calais au chemin des Postes en logeant l'école Jean-Baptiste Clément. La commune souhaitait alors procéder à des travaux de viabilisation et d'éclairage du sentier. Cette convention prévoit que la commune assure des missions en matière de création, aménagement et entretien de ce sentier d'intérêt communal. La commune souhaite aujourd'hui aménager sur cette même emprise correspondant à la parcelle numéro 452 de la section AD 2 aires de jeu ainsi que la réhabilitation du terrain avec la mise en place de 2 cages de but permettant la pratique du football non prévu dans la convention initiale. Elle souhaite également installer un jeu d'enfants et une araignée, 2 bancs et 2 corbeilles. Ces travaux ont pour objectif de répondre à une demande des riverains et usagers de l'école Jean-Baptiste Clément quant à l'utilisation de ces espaces. Il convient donc de signer un premier avenant pour définir les conditions de mise en œuvre de ces aménagements et de leur gestion. La localisation des équipements sur le sentier est précisée en annexe 2. L'emplacement du terrain de foot et des abords concernés par la présente convention est figuré à l'annexe 3. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de transfert de la gestion d'une emprise du domaine public régional au profit de la commune de Montmagny, tel que joint en annexe, et d'autoriser le maire à signer le dit avenant. Donc vous avez la convention qui est jointe en annexe 1, et vous avez ensuite 2 schémas de photos, enfin 2 projections pour l'annexe 2 et l'annexe 3. Est-ce qu'il y a des questions? Je dirais simplement que, enfin... Oui, enfin, parce que depuis le temps qu'on se bat pour l'avoir... Nous avions commencé les travaux et puis le processus s'est trouvé avorté en cours de réalisation. Je peux dire quand même que nos interlocuteurs actuels de Île-de-France Nature sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on a pu connaître à une époque. Tout à fait. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 5, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association sportive du collège Nicolas Copernic. Alors c'est la même que l'année dernière, hein, puisque l'équipe de danse Battle Hip Hop du collège Nicolas Copernic, après avoir franchi les différentes phases qualificatives en remportant le titre de championne départementale et de vice-championne académique, s'est brillamment qualifiée pour la 3e fois consécutive pour le championnat de France UNSS, Union nationale du sport scolaire, qui s'est déroulé à Arnas, près de Villefranche-sur-Saône, du 19 au 21 mai 2025. La participation de 6 élèves et 2 professeurs de PS à ce championnat engendre un coût de 2 805 €. Cette somme correspond à la prise en charge du transport, de l'hébergement et de repas de l'ensemble de la délégation pour les 3 jours de compétition. Par son travail sur le temps scolaire et dans le cadre de l'association sportive du collège, l'équipe pédagogique EPS inculque aux jeunes les valeurs du sport,
comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, les bienfaits de la pratique sportive et physique sur la santé et les valeurs de la République par le biais du sport. Par leur comportement lors des différentes étapes de qualification, les jeunes ont su donner une image positive de la ville de Montmagny. Par conséquent, la ville souhaite apporter son concours en attribuant une subvention de 1 400 € à l'association sportive du collège Nicolas Copernic, soit 50% du budget nécessaire pour participer au championnat de France UNSS de danse Battle Hip Hop. C'est la somme qu'il nous demande. Il est proposé au conseil municipal donc d'allouer à l'association sportive du collège Nicolas Copernic une subvention exceptionnelle de 1 400 € couvrant 50% du montant nécessaire à la participation de l'équipe de danse Battle Hip Hop au championnat de France UNSS qui s'est tenu en mai 2025. Et pour être complet, je vous dirais que l'année dernière, ils avaient terminé 6e et cette année, ils ont terminé 5e. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. La question 6, c'est l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Montmagny Basket. Dans le cadre de la politique sportive de la ville, la commune de Montmagny souhaite favoriser la pratique sportive des jeunes et des adultes et de ce fait soutenir des associations qui œuvrent sur son territoire. Suite à des dysfonctionnements internes, l'association Montmagny Basket, présente sur la ville depuis de nombreuses années, n'a pas rendu son dossier de demande de subvention en temps et en heure. Ces dysfonctionnements ayant été résolus, l'association a montré sa volonté de continuer à proposer aux Montmontois une pratique de basket de qualité. Par conséquent, la ville, toujours dans sa volonté de promouvoir le développement de la pratique des activités physiques et sportives, souhaite attribuer une subvention de fonctionnement de 11 000 € à l'association sportive Montmagny Basket afin que les Manimontois puissent continuer à exercer la pratique du basket dans des conditions optimales. Il est donc proposé au conseil municipal d'allouer à l'association Montmagny Basket une subvention de fonctionnement de 11 000 € égale à la subvention qu'ils avaient eue l'année dernière. Des remarques sur cette subvention à Montmagny Basket? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La question 7, c'est l'approbation de la demande de subvention auprès du Conseil régional d'Île-de-France, Direction des sports et du Fonds d'aide au football amateur de la Fédération française de football pour la construction de vestiaires sanitaires et clubhouse du projet du pôle tribune sportive au complexe sportif Charles Grimaud. Alors on avait déjà parlé au dernier conseil municipal, mais c'était pour le CAR, le contrat régional, mais qui ne subventionnait pas les vestiaires, les sanitaires et les clubhouse. Donc là, aujourd'hui, on rentre dans les subventions classiques du conseil régional pour pouvoir obtenir des subventions donc pour ces vestiaires, les sanitaires et le clubhouse. Voilà, résumé, cette demande. On n'a pas exactement le montant, mais on prendra les montants maximum qu'on nous donnera. Ça sera toujours ça de gagner. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 8, attribution de la participation communale au profit de l'association Aiguillage dans le cadre des actions de prévention spécialisées au titre de l'année 2025. Alors l'association Aiguillage met en œuvre sur le territoire de la commune de Montmagny des actions dans le cadre de la prévention spécialisée, dont notamment un travail avec les établissements scolaires, ainsi que les partenaires concernés, services jeunesse, programmes de réussite éducative intercommunale, autour des problématiques de décrochage scolaire. Également des accompagnements individuels renforcés en lien avec les partenaires de la communauté éducative et enfin l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi pour la mise en place de chantiers éducatifs. Les éducateurs de l'association s'adressent à un public préadolescent, adolescent et jeunes majeurs dans ce milieu naturel de vie, les quartiers, les rues, les lieux publics, les établissements scolaires et plus généralement tous les lieux de regroupement. Leur méthode d'intervention, leur outil, leur réseau partenarial évoluent en fonction de la situation et des besoins du public. L'association a pour objectif d'orienter le jeune au plus juste de ses intérêts dans le cadre d'un réseau partenarial, établissements scolaires, services communaux, PREI, missions locales, riches et diversifiés, centrés sur l'éducation, l'insertion et la promotion des familles. L'association a pour objectif
d'orienter, ça je l'ai dit, conformément à la convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, le département du Val d'Oise, les communes de Deuil, La Barre et de Montmagny, et l'association Aiguillage au titre de la période 2025-2026, les participations des différentes collectivités sont ainsi déterminées sur la base d'un budget de fonctionnement soumis au département par l'association. Alors, les deux villes de Deuil-la-Barre et de Montmagny s'engagent à participer à hauteur de 10% chacune du budget. La communauté d'agglomération Plaine-Vallée participe à hauteur de 80% de 1/3 du budget et le département à 2/3 des 80% du budget. La commune a été destinataire d'un courrier du département du Val d'Oise reçu le 30 avril dernier, l'informant que pour 2025, les dépenses de fonctionnement de l'association ont été fixées à 272 017 €. Donc, il convient cependant de déduire 34 370 € provenant des recettes comptabilisées sur le budget de l'association. Donc, pour l'année 2025, on a donc un total de 237 647 € qu'on répartit, comme je viens de vous le dire, 126 745 pour le département, 63 373 € pour la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, 23 764,70 € pour la commune de Montmagny et la même somme pour la commune de Deuil-la-Barre. À ce montant, on doit déduire la somme de 639 € qui correspond à l'excédent du compte administratif 2023 de l'association Aiguillage pour le territoire de Montmagny. Voilà, donc je vous propose d'accepter la modification du montant de 24 000 € qui avait été voté au budget en mars 2025, au budget primitif, à titre prévisionnel et au titre de la participation due à l'association Aiguillage, et de le remplacer par la somme de 23 764,70 moins les 639 €. Et donc d'approuver le montant de 23 125,70. Des questions? Monsieur Cammarty. Oui, juste, est-ce qu'on a les rapports d'activité financiers? Mais monsieur Cammarty, c'est sûr que vous alliez me poser la question, donc je vous le transmets. Merci. Merci. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le rapport d'activité, vous avez tout à fait raison. Et puis quand on vote une subvention de 23 125,70, il faut quand même savoir à quoi ça sert. Absolument. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 9, c'est l'approbation du projet jeunesse, et je donne bien évidemment la parole à monsieur Moustapha Bamba pour nous présenter ce point. On m'entend? Donc, la jeunesse est un atout majeur et une ressource primordiale, non seulement pour le présent, mais essentiellement pour l'avenir. Les jeunes sont porteurs d'un énorme potentiel qu'ils mettront ensuite au service de leur famille, de leur ville, de leur communauté et du pays, si tant bien qu'on les accompagne au mieux vers l'âge adulte. La commune de Montmagny, consciente des enjeux autour de la jeunesse, mûrit depuis plusieurs années un programme d'action en faveur des jeunes du territoire afin de les accompagner, soutenir, valoriser. Motivée, convaincue, énergique, maîtrisant les nouvelles technologies, la jeunesse peut devenir le premier moteur de l'ensemble des projets de la ville. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la commune de Montmagny souhaite, par le biais d'un projet jeunesse, répondre aux besoins de construction et d'émancipation des jeunes de 11 à 30 ans. Par ce projet, il s'agit de favoriser, d'encourager leur participation à la vie publique et citoyenne et de soutenir leurs initiatives. Le projet se déclinera en plusieurs objectifs stratégiques. Développer les facteurs d'épanouissement individuel et collectif, cultiver la citoyenneté, placer l'acte éducatif au cœur des dispositifs et des actions, encourager la réussite scolaire et professionnelle, favoriser les rencontres et les échanges, favoriser l'égalité et l'inclusion, ouvrir l'accès aux loisirs et à la culture, développer les pratiques artistiques, culturelles, sportives et scientifiques, accompagner et participer aux dispositifs de santé et bien-être. Le projet jeunesse constituera une feuille de route pour l'ensemble des acteurs concernés, les institutions, organismes de nature diverses, et permettra un maillage entre ses partenaires au bénéfice des jeunes pour développer des objectifs concrets.
Par le biais du projet jeunesse, le service jeunesse aura pour mission d'accompagner les jeunes de 11 à 30 ans dans l'apprentissage de la citoyenneté, la socialisation, l'autonomie, l'orientation, l'insertion. Ces missions se réaliseront à travers des actions propres au service, mais aussi en orientant les jeunes vers les structures et ressources existantes sur le territoire, comme aider les jeunes à s'inscrire dans une démarche projet, développer leur autonomie, leur engagement et les responsabiliser. Développer l'esprit critique des jeunes leur permet de donner leur avis sur les questions qui les concernent pour qu'ils deviennent des acteurs de la vie locale, informer, orienter et soutenir les jeunes dans leurs problématiques du quotidien en lien avec la formation, l'emploi, le transport, l'hébergement, la famille. Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire en direction des collégiens et lycéens. Instaurer un espace entre les jeunes et les élus municipaux au travers du conseil municipal des jeunes. Partager des moments conviviaux, se rencontrer autour d'actions thématiques diversifiées, qu'elles soient sportives, culturelles ou artistiques, afin que tous puissent y trouver un intérêt. Les actions mises en place devront permettre d'être en lien avec les jeunes et les parents. Au-delà de l'activité proprement dite, le service jeunesse devra être dans une posture de veille et d'écoute active, mais aussi en capacité d'informer et d'orienter en fonction des situations rencontrées. À partir des besoins ou des situations insatisfaisantes exprimées par les jeunes, le service jeunesse favorisera l'émergence de projets de jeunes et développera l'engagement et la participation citoyenne des jeunes à la vie du territoire pour contribuer à les valoriser et à développer leur autonomie et la confiance en soi. Le service jeunesse sera également dans une posture de veille pour entendre les questions sociales et besoins exprimés par les jeunes et les parents. Par conséquent, le projet jeunesse se concentrera prioritairement sur l'accès aux loisirs, l'accompagnement des initiatives et des projets collectifs, la citoyenneté, la lutte contre le décrochage scolaire, l'accompagnement à la formation, à la recherche d'emploi, l'accompagnement au numérique, la mobilité, qu'elle soit professionnelle, scolaire, étudiante, sociale, géographique, et dans les déplacements quotidiens. Et enfin, la prévention. Au regard de ces thématiques, le service jeunesse favorisera et ou organisera le travail en partenariat avec les associations sportives de prévention, d'insertion et toute autre association proposant des actions en corrélation avec les axes et missions du service jeunesse. La participation des jeunes et des parents, un accueil loisirs 11-17 ans multisite les mercredis et vacances scolaires, des temps réguliers d'animation de rue pour aller à la rencontre et échanger avec les jeunes sur l'ensemble du territoire, la présence d'un animateur référent sur chacune des structures pour contribuer à développer la visibilité et le lien de confiance auprès des jeunes et des parents. Des interventions dans les établissements scolaires pour aller à la rencontre des collégiens et des lycéens. Des conventions d'action avec les établissements scolaires autour de la prévention et de la lutte contre le décrochage scolaire, des animations et des actions de sensibilisation autour de la santé, des conduites à risque, des addictions de toute nature, des animations et des actions hors les murs dans les établissements scolaires et structures jeunesse autour de l'emploi, de la formation, de la prévention et des métiers. L'installation d'un conseil municipal des jeunes pour favoriser la prise de conscience citoyenne, des actions et animations hors les murs dans les établissements scolaires et structures jeunesse autour de l'inclusion de l'approche de du handicap, découverte et sensibilisation, des actions et des animations hors les murs dans les établissements scolaires et les structures jeunesse autour de l'égalité femmes-hommes, et enfin des actions et animations dans les établissements scolaires et structures jeunesse autour du numérique. Là, on sort des sujets de découverte et de sensibilisation. Le conseil municipal est donc invité à adopter le projet jeunesse tel que joint en annexe. Merci, Monsieur Moustapha Bamba. Vous aviez également le projet jeunesse qui vous avait donc été remis. Il a été fait, donc c'est très bien fait par le service jeunesse et puis mis en forme par le service communication. Des questions sur ce projet jeunesse? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 10, c'est l'adhésion au CEGIF de la commune de Villejuste, dans le 91, au titre des compétences d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz. Et bien évidemment, c'est Madame Mireille Bellatar qui nous en parle. Merci, Monsieur le maire.
La commune de Villejuste a pour délibération en date du 31 mars dernier transféré au SIGEF, syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, la compétence d'autorité organisatrice de services publics de la distribution de gaz. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la délibération du SIGEF ayant autorisé l'adhésion de cette nouvelle commune est notifiée à chacune de ces collectivités adhérentes qui disposent d'un délai de 3 mois à partir du 23 avril 2025 pour se prononcer à leur tour. Donc, merci voilà. Mireille. Des questions? Bon, c'est classique. C'est classique, oui. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, je passe à la question 11. Modification de la rémunération du congé de maladie ordinaire. L'article 189 de la loi des finances 2025-127 du 14 février 2025 introduit à compter du 1er mars 2025 de nouvelles dispositions impactant la rémunération des agents publics placés en congé de maladie ordinaire, qu'on appelle le CMO. Désormais, les agents de l'État bénéficieront pendant les 3 premiers mois d'arrêt d'un maintien de leur traitement indiciaire limité à 90% du brut contre 100% auparavant. Cette mesure est transposée par décret aux agents contractuels du droit public pendant la période du CMO précédant le passage à 2013. Pour les 2 catégories d'agents, la réduction s'applique au CMO accordé à compter du 1er mars 2025. L'entrée en vigueur de la mesure n'est pas subordonnée à la publication d'un décret d'application pour les fonctionnaires, la loi des finances étant d'application directe. En vertu du principe de parité, ces règles s'appliquent également à la fonction publique territoriale, à la fois pour le traitement indiciaire et pour le régime indemnitaire. Or, la délibération en vigueur prévoit un abattement de 30e par jour d'absence, uniquement à compter du 6e jour du CMO, maintien intégral du régime indemnitaire pendant les 5 premiers jours d'absence. Ces modalités ne sont donc plus conformes au cadre légal à compter du 1er mars 2025. Le maintien total du régime indemnitaire durant un CMO devient illégal, même si la délibération en vigueur le prévoit. En conséquence, sur la rémunération des agents en cas de CMO, ces nouvelles règles d'indemnisation viennent produire des effets sur le sort de l'IFSE en cas d'absence pour congé de maladie ordinaire, comme la présente le tableau qui vous est présenté ci-dessous. C'est-à-dire que durant les 3 premiers mois avant, c'était 100%, maintenant c'est 90% depuis le 1er mars. C'est donc rétroactif. Les traitements ensuite, pour les 9 mois qui suivent, c'est toujours 50% du traitement. Le jour de carence, toujours un jour de carence. Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence sont inchangés, ne sont pas impactés par ça. Par contre, la nouvelle bonification indiciaire et le transfert de prime point, c'est inchangé. Réduction donc proportionnelle au traitement maintenant, comme pour la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, l'IFSE, c'est 90% du premier jour d'absence au 5e jour, puis diminué d'un 30e par jour d'absence à compter du 6e jour d'absence suivant la délibération donc, que l'on a prise en 2013. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de garantir la sécurité juridique du régime indemnitaire actuellement en vigueur et de procéder à sa mise à jour pour le maintien du régime indemnitaire à 90% pour les 5 premiers jours, puis par l'application d'un abattement d'un 30e par jour d'absence. Voilà les changements au niveau de ce rapport. Avez-vous des questions à formuler? Monsieur Cap-Marty. C'est pas une question. Encore des diminutions de pouvoir d'achat déjà modestes ou dérisoires des salariés. Il serait préférable de prendre chez les ultra-riches. Alors bon, bien évidemment, il y a eu un référé qui a été fait. Et le 26 mai, le juge des référés du Conseil d'État a refusé de suspendre l'exécution de ces 2 décrets et transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à la disposition de la loi des finances. Les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et en particulier se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. A-t-il rappelé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi du principe de non-discrimination a donc été écarté. C'est vrai qu'il peut paraître étonnant que les jours d'absence sont beaucoup plus importants dans la fonction territoriale que dans le privé et même dans la fonction dans les mairies.
entre les contractuels et les titulaires, ce qui est quand même un petit peu surprenant puisque les chefs de service sont les mêmes pour l'un comme pour l'autre. Donc, comme je vous disais l'autre jour, lundi, il y a 980 millions qui a été calculé, prévu en gain sur une année avec cette mesure. C'est donc pas négligeable pour les personnes qui profitent. C'est toujours quelques jours d'absence et on ne touche pas vraiment aux personnes qui sont réellement malades. Voilà, donc on attend la question qui est posée au Conseil d'État sur le fond. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty, qui s'abstient? À l'unanimité, le reste. Les agents de Montmagny seront contents de vos positions pour leur diminution de salaire. Merci pour eux. Oui, ben vous savez, on les gâte. Alors, la question 12, c'est le rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le SRIF, pour l'exercice 2024. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. En application de l'article L. 2531-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune ayant bénéficié au titre de l'exercice précédent d'une attribution de fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France prévue à l'article L. 2531-12 du même code présente au conseil municipal avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des conditions de leur financement. Tel est l'objet de la présente délibération qui vise à prendre acte du tableau récapitulant l'utilisation pour l'année 2024 du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France par la ville de Montmagny. En page 2, vous avez la part du Fonds de solidarité qui représente 39,46% en fonctionnement et en investissement pour un montant total de 1 283 708 €. La somme qu'on a touchée cette année 2024. Des questions sur la répartition du SRIF, Monsieur Cap-Marty? Oui. Oh, dommage que ce pourcentage ne soit pas plus important. Et qui décide de celui-ci? Ensuite, quelles entités se trouvent dans la rubrique « Autres financements » ? Autre financement, c'est la commune? Oui? Oui, ben c'est la part de la commune. Il y a la part du SRIF qui représente 39,46% et le restant, c'est la part de la commune. Oui, non, mais il est marqué « Autres Oui, financements ». bah, autres J'ai financements, oui. supposé naïvement qu'il y avait Bon, il y a peut-être d'autres dans les entités centres que la de commune. loisirs, etc., il y a peut-être une petite partie CAF, etc. Mais bon, en grosse majorité, c'est la commune. Intéressant de savoir quelles sont les entités qui financent aussi. Bon, là, c'est surtout pour mettre en valeur, si vous voulez, la répartition que l'on a donnée au montant du SRIF cette année. 2024. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 13, c'est la définition du mode de fixation des amortissements des immobilisations de la commune suite au changement de comptabilité de la M57. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2321-2-27 du Code général des collectivités territoriales, pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à inscrire au budget. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. Depuis la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2024, il a été décidé
d'appliquer le règlement du prorata temporis conformément à la nouvelle instruction budgétaire et comptable. À ce titre, il apparaît nécessaire d'ajuster les durées et la nature des dépenses d'investissement à compter du 3 juillet 2025 afin d'assurer une mise en cohérence avec les règles de gestion patrimoniale prévues dans la M57. La méthode du prorata temporis a été retenue dans ce cadre pour mieux refléter la consommation réelle des biens acquis ou mis en service en cours de l'exercice. De plus, la M57 permet une souplesse d'application, notamment pour les biens de faible valeur, coût unitaire inférieur à 500 € toute taxe comprise, qui peut faire un amortissement en une seule annuité. Il est également proposé de neutraliser budgétairement les dotations d'amortissement relatifs aux subventions d'équipement versées par écriture d'ordre comptable conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 juillet 2025 tel que joint en annexe. Et puis vous avez donc le tableau qui vous donne les nombres d'années sur lesquelles on amortit les biens, avec l'imputation. Des questions sur ces amortissements? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 14, c'est l'approbation de la garantie d'emprunt accordée à l'immobilière 3F, réhabilitation de 41 logements situés à la place de la division Leclerc, entre autres, à Montmagny. C'est l'opération 3008L, puisqu'il y en a quelques-uns sur l'avenue du Général de Gaulle et d'autres sur la rue Gambetta. Monsieur Lalmé. Merci, Monsieur le maire. Je vais vous lire les paragraphes les plus importants. Dans le cadre de sa politique en faveur du logement social et de l'amélioration du parc immobilier existant, la commune de Montmagny a été sollicitée par l'organisme d'habitat à loyer modéré immobilière 3F afin de garantir un emprunt contracté auprès de la Caisse de dépôt et de consignation. Cet emprunt est destiné à financer les travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier composé de 41 logements sociaux situés au 1 place de la division Leclerc à Montmagny. Le montant total prévisionnel de l'opération s'élève à 1 282 172 €, toutes taxes comprises. Ce financement repose sur 2 lignes de prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un prêt PAM d'un montant de 764 000 € à taux révisable de 3% et un éco-prêt PAM d'un montant de 389 500 € à taux révisable de 1,95%, soit un montant total emprunté de 1 153 500 €. Le solde d'un montant de 128 672 € est reporté en fonds propres par Immobilière 3F. Le contrat de prêt numéro 170 946 a été signé le 6 juin 2025 avec une date d'effet au 1er juillet 2025. Le remboursement s'effectuera sur 20 ans par mensualité constante, la première échéance étant fixée au 1er août 2025. Par ailleurs, le contrat de prêt précise que l'opération est financée sans recours à une hypothèque. La seule garantie exigée est celle apportée par la commune, ce qui reflète à la fois la solidité de l'opérateur et la confiance de la CDC dans ce type de projet. Le remboursement du capital commence dès la première échéance mensuelle, sans différé d'amortissement. Cela traduit une soutenabilité immédiate du projet sur la durée du prêt, en évitant le report des charges ultérieures. Cette opération présente un intérêt notable pour la commune de Montmagny. D'une part, elle permet d'améliorer significativement le cadre de vie des habitants en modernisant le parc locatif existant. D'autre part, elle contribue à la lutte contre la précarité énergétique et la requalification urbaine d'un secteur stratégique du territoire communal.
Bien que cette opération ne soit pas assortie d'une convention de réservation spécifique au bénéfice de la commune, elle s'inscrit pleinement dans les orientations du plan local de l'habitat et permet à la ville de soutenir concrètement la transition énergétique sans mobilisation directe de ses ressources budgétaires. Il y a en annexe le contrat de prêt. Voilà donc la première garantie d'emprunt pour cette opération de 41 logements, opération 3008. Avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Cap-Marty. Et donc, que cette société privée assume ses obligations de gestion sans faire appel au public. Elle perçoit les loyers des locataires et vend actuellement une grande partie des logements, voire aux carrières. Hein, donc, elle n'a qu'à prendre sa caution sur ses immeubles au lieu de prendre une caution sur la ville. D'autres questions? Je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? Reste pour. Donc, même rapport numéro 15, mais cette fois-ci pour le 102 rue Carnot, les 40 logements de l'opération R303L. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Cet emprunt est destiné à financer les travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier composé de 40 logements sociaux situés au 102 rue Carnot à Montmagny dans le cadre de l'opération référencée R303L. Le montant total prévisionnel de l'opération s'élève à 2 399 910,60 €, toutes taxes comprises. Ce financement repose sur 2 lignes de prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un prêt PAM d'un montant de 1 715 000 € indexé sur le taux du livret A majoré de 0,60% et un éco-prêt PAM d'un montant de 444 000 révisable. L'ensemble représente un montant total emprunté de 2 159 000 €. Le solde d'un montant de 240 910,60 € est apporté en fonds propres par Immobilière 3F. Le contrat de prêt 170 070 a été signé le 5 juin 2025 avec une date d'effet fixée au 1er juillet 2025. Le remboursement s'effectuera sur 25 ans selon des échéances mensuelles constantes, la première échéance étant fixée au 1er août 2025. Par ailleurs, le contrat de prêt précise que l'opération est financée sans recours à une hypothèque. La seule garantie exigée est celle apportée par la commune de Montmagny, ce que témoigne à la fois de la solidarité financière d'Immobilière 3F et de la confiance accordée par la Caisse des dépôts et consignations à ce type d'intervention dans le secteur du logement social. Cette opération présente un intérêt public évident pour la commune de Montmagny. Elle contribue significativement à la modernisation du parc locatif existant, à la réduction de la précarité énergétique et à la valorisation durable d'un quartier résidentiel ancien. Bien que cette opération ne soit pas assortie d'une convention de réservation spécifique au bénéfice de la collectivité, elle s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan local de l'habitat et dans les engagements municipaux en matière de transition écologique sans impliquer de mobilisation budgétaire directe pour la ville. Et vous avez en annexe le contrat de prêt. Voilà. Des questions? Je suppose même remarque que tout à l'heure. Oui, même remarque pour la division Leclerc, bien sûr. Mais enfin, bon, avec ces opérations, I3F aura qualifié tous ces immeubles dans Montmagny. Ça, c'est bien, ça. Oui. D'accord. Mais le reste, c'est pas de ça que je parle. Il y a quand même avec l'isolation. Je parle simplement de la caution. Parce que quand on a des immeubles, nous, si on fait un emprunt, on met en caution notre maison. Tout à fait. Et eux, non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 16, c'est la fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée dans le cadre d'un accord local à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2026.
Avant les prochaines élections municipales de 2026, qui auront lieu le 15 et le 22 mars 2026, la loi impose de procéder à une recomposition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre. Plaine-Vallée est ainsi concernée par cette recomposition, même si sa gouvernance a été arrêtée en 2019, quand bien même il serait décidé de ne pas faire évoluer le nombre de conseillers communautaires et leur répartition actuelle. La loi permet aux communes de rechercher, si elles le souhaitent, un accord local afin de prendre en compte notamment l'évolution démographique et l'éventuelle création de communes nouvelles dans le territoire, à condition de respecter un certain nombre de critères. Si les communes optent pour une composition par accord local, les conseils municipaux doivent avoir délibéré au plus tard le 31 août prochain à la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de Plaine-Vallée ou inversement. À défaut d'accord local valide ou adopté dans les délais requis, le conseil communautaire sera recomposé sur la base d'un tableau défini par la loi. En tout état de cause, que la recomposition soit issue d'un accord local ou qu'il soit fait application du droit commun, l'arrêté préfectoral devra intervenir au plus tard le 31 octobre 2025 pour arrêter la composition du conseil communautaire qui entrera en vigueur à compter de son renouvellement en mars 2026. La composition actuelle de l'Assemblée délibérante de la communauté d'agglomération issue de l'accord local qui avait été entériné en 2019 pour le renouvellement municipal de 2020 était de 61 conseillers communautaires répartis donc comme suit. Montmagny, c'est ce qui nous intéresse, nous avions 4 sièges puisque à l'époque la population avait diminué à 13 602 à cause de la rénovation urbaine. On vous a mis les populations municipales aujourd'hui, puisqu'on prend aujourd'hui les populations municipales 2022 et l'écart en nombre. Donc, si il n'y avait pas d'accord local, on voit que Enghien-les-Bains perdrait un siège, Groslay en perdrait un et Montmagny en gagnerait un. Donc, on a décidé de trouver un accord local en bureau municipal et on vous propose donc de garder la même répartition qu'en 2019, ce qu'on avait fait en 2019 pour 2020, mais de l'augmenter de 2 pour passer de 61 à 63 sièges. Donc Montmagny a son poste de 5 par rapport à tout à l'heure, mais on garde à Enghien-les-Bains à 4, on garde 3 à Groslay et on met 1 à Saint-Prix en plus. Voilà, donc ça passe à 63 conseillers. Donc s'il y a le vote dans les proportions que je vous disais tout à l'heure, pour cet accord local, c'est celui qui sera appliqué. S'il n'y a pas ce vote des 2/3, eh bien ce sera celui qui est précédemment, ce qui ne change rien pour Montmagny, on aura toujours 5 postes. Mais ce qui en enlèvera un à Enghien et un à Groslay. Des questions? Ça a été bien résumé. Bon, il vaut toujours mieux trouver un accord local. Des commentaires? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pardon? Vous vous abstenez. Le point 17, c'est les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations entre le conseil municipal qui a eu lieu au mois de mai et celui-ci. Avez-vous des remarques sur ces décisions? S'il n'y a pas de remarques, je demande à ce qu'on prenne acte de ces décisions. Voilà. Donc, maintenant, nous passons aux informations. Je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Aux questions orales. Alors, j'ai reçu une question orale de Madame Karine Farge, si vous voulez nous la poser. Ça marche? C'est bon? Merci. Monsieur le maire, en date du 16 mai 2025,
De nombreux agents et fonctionnaires de la fonction publique territoriale comme de la fonction publique d'État recevaient sur leur boîte professionnelle un courrier électronique dont l'objet était « lettre de candidature ». Le courriel comportait également une pièce jointe. Les destinataires de ce mail ont agi différemment. Certains ne l'ont pas ouvert. D'autres, selon le principe de précaution et de neutralité, l'ont fait. Certains n'ont pas ouvert le courrier selon les principes de précaution et de neutralité, quand d'autres l'ont fait, mettant en péril le réseau informatique de la mairie. Monsieur le maire, peut-être s'agissait-il d'une campagne de sensibilisation au phishing menée par votre DSI, et son contenu serait qualifié de fake news. Peut-être les agents et fonctionnaires qui ont ouvert ce mail bénéficieront-ils d'une formation afin de les sensibiliser à la sécurité informatique et aux conséquences de la lecture de courriels extérieurs. Ce mail a mis en alerte plusieurs DSI. Monsieur le maire, pourriez-vous nous indiquer si la non-ouverture de ce mail sera portée au bénéfice de l'agent lors de son entretien annuel d'évaluation, peut-être sur l'item « Valeurs professionnelles de l'agent et manière de servir » ? À titre d'exemple, pour les agents et fonctionnaires qui ont ouvert ce mail et la pièce jointe, cela témoigne de lacunes à combler, me semble-t-il. Les agents et fonctionnaires doivent être continuellement sensibilisés à la sécurité informatique par une formation continue. Il me suffit de rappeler les attaques cybernétiques dont les CHU et les collectivités territoriales sont l'objet pour souligner l'urgence de ce sujet. Mais sans nul doute, ériger une campagne de phishing serait une maladresse. Une lettre de candidature a été diffusée en violation du code électoral et des dispositions réglementaires. Monsieur le maire, nous souhaiterions savoir si l'initiative de monsieur François Rose a reçu votre aval. Dans le cas contraire, lorsque l'information fut portée à votre connaissance, quelles mesures ont été prises pour protéger les agents fonctionnaires de votre collectivité, dont la neutralité et le devoir de réserve sont la règle? Alors, Madame l'adjointe, je vous remercie pour votre question qui me permet de revenir sur un événement qui a en effet suscité quelques questions au sein des services municipaux. Le 16 mai dernier, plusieurs agents de notre collectivité ont reçu sur leur messagerie professionnelle un courriel intitulé « Lettre de candidature » accompagné d'une pièce jointe. Je tiens à être très clair sur ce point, je n'ai à aucun moment été informé en amont de l'envoi de ce message, ni n'ai donné mon accord à sa diffusion. J'ai été mis au courant quelques jours après cette initiative. La diffusion de ce type de message en période préélectorale via les canaux professionnels de la collectivité constitue simplement une maladresse. S'agissant de votre question concernant une éventuelle valorisation de la non-ouverture de ce courriel dans les entretiens professionnels, je vous rappellerai que l'entretien annuel d'évaluation est un moment consacré à l'analyse du travail réel, des compétences mises en œuvre et des résultats obtenus. Il n'a pas vocation à sanctionner ou récompenser des comportements isolés hors du périmètre des missions définies. En revanche, je vous rejoins sur l'importance de la formation continue des agents à la sécurité informatique, sujet sur lequel nous allons renforcer nos actions dans les mois à venir, et je dirais même à titre personnel, vu le nombre de mails comme ceux-ci que l'on reçoit personnellement. J'en profite pour rappeler ici à l'ensemble des membres de cette Assemblée, mais aussi à ceux qui nous écoutent sur Facebook, que les agents de notre collectivité ne doivent en aucun cas être mêlés à la campagne électorale à venir. Ils sont soumis à une obligation stricte de réserve et de neutralité que nous avons tous la responsabilité de protéger et de respecter. En ce sens, je me permets également, Madame Farge, de vous informer que plusieurs agents se sont récemment plaints de comportements qu'ils ont jugés intrusifs, notamment le fait d'avoir été photographiés et publiés sur les réseaux sociaux sans leur autorisation. Je vous invite donc, dans le respect de droit à l'image et des principes fondamentaux de la fonction publique, à faire preuve de la plus grande prudence et de discernement. Je souhaite que cette campagne à venir se déroule dans un cadre respectueux de nos institutions, de nos personnels et du bon fonctionnement de nos services. C'est notre responsabilité collective. Je vous remercie. Alors non, il n'y a pas de débat sur une question orale, c'est dans le règlement intérieur du conseil municipal.
Je voudrais vous annoncer le prochain conseil municipal qui aura lieu le 11 septembre 2025, ici même, à 21 h. De remercier le public qui nous a suivis en direct, mais qui est également le public qui le reverra en replay, ainsi que, bien évidemment, les nombreux publics présents dans cette salle. Je remercie également les élus et les services municipaux qui ont contribué à ces différents points que nous avons pu traiter ce soir. Je vais clore la séance, mais avant, je vous souhaite une bonne soirée et, comme on ne se revoit pas avant le mois de septembre, de très bonnes vacances. Voilà, la séance est close. Bonne soirée à tous.